Et j'ai appliqué les méthodes que j'utilisais dans les grands groupes, je les ai appliquées sur mes chambres. Mais au début, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Alors se prendre une grosse claque comme ça après plus de 10 ans d'expérience, j'ai fini par en faire une affaire personnelle, quoi. Et en location saisonnière, c'est également aujourd'hui un incontournable de faire du revenu management pour avoir un chiffre d'affaires qui soit le plus haut possible. En 2023, on a fait en moyenne plus 26% de croissance de chiffre d'affaires sur les biens qui nous ont été confiés. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir ce même argument de dire moi aussi j'ai un revenu manager en interne qui s'occupe de ça et qui suit ça. C'est prendre la décision sur la base des chiffres et ne plus prendre des décisions émotionnelles. Je vais te faire une réponse à contre-courant de ouf. Je pense qu'on va me lancer des tomates et des patates quand les gens vont entendre ça. On n'a aucun intérêt à s'accrocher à un Far West réglementaire. Ça nous rendra pas plus crédibles du tout. Bonjour les conciergeries Airbnb, on se retrouve aujourd'hui donc pour ce talk show conciergerie de rêve et aujourd'hui je suis avec une invitée de marque puisqu'il s'agit donc d'Élise Ripoche. Salut Élise. Salut Henrik, comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Ça va super, merci beaucoup. Écoute, merci en tout cas d'avoir déjà accepté l'invitation de passer dans conciergerie de rêve puisque du coup j'interviewe bien sûr des conciergeries mais aussi tout l'écosystème qui gravite autour des conciergeries Airbnb et dont la société que tu as fondée en fait partie. On en parlera justement dans l'interview. Merci à toi en tout cas d'être là. Merci à toi pour l'invitation. On est ravis en tout cas de te retrouver. Ce que je te propose pour la communauté qui nous suit, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir du coup un petit peu qui tu es, comment tu es arrivé dans le monde de la location courte durée. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ta société et puis finalement à arriver dans le monde où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire finalement? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc vraiment, encore une fois, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait hyper plaisir d'être là. C'est super chouette. Moi, je suis tombée dans la marmite de l'immobilier quand on a voulu acheter notre résidence principale avec mon mari, qui était à Malakoff. Je crois que tu connais bien ce lieu-là, ce bien-là. Ah, oui. Et du coup, en achetant ce bien-là, j'ai acheté le livre de Romain Caillé, Adieu patron. J'étais salariée à l'époque et quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit, OK, ouais, je veux faire ça. Et je me suis rendu compte en entrant dans le milieu de l'immobilier que les collègues qui étaient investisseurs IMO, ils avaient les mêmes problèmes que je résolvais toute la journée chez Club Med. Alors ceux qui faisaient de la courte durée, bien sûr, ils se demandaient comment je mets mes frais de ménage, est-ce qu'il faut que je mette une promotion? Si oui, à quel pourcentage? Comment je change mes conditions d'annulation? C'est quoi les meilleurs prix à mettre? Quand est-ce qu'il faut savoir qu'on doit les changer, etc. Et je me suis dit, c'est quand même fou que personne ne transmette aux acteurs de la location saisonnière les mêmes armes que les hôteliers, parce qu'en face de nous sur Booking.com, on a des hôteliers qui, eux, ont des revenus managers dans leur équipe, tous, quoi. Ils prennent ça pour postulat de base, quoi. D'accord. Donc, si je reprends un petit peu, donc tu étais chez Club Med, qu'est-ce que tu faisais chez Club Med? Depuis combien de temps? Et puis effectivement, le lien avec ce que tu es en train de dire. Oui, alors chez Club Med, j'étais responsable Europe-Afrique du revenu management. Donc, avec mon équipe de 15 personnes, on optimisait les 37 villages Europe-Afrique de Club Med. Donc, c'était un portefeuille de 800 millions d'euros et donc on faisait le revenu management de ce portefeuille de 800 millions d'euros. Et c'était très chouette. J'ai travaillé un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans pour Club Med. Avant ça, j'avais fait que ça, en fait, du revenu management. J'ai démarré en étant analyste junior. Et puis j'ai passé les échelons dans différents milieux professionnels, l'hôtellerie, la publicité et Club Med. D'accord. Ah, la publicité aussi, c'est intéressant ça. Ça veut dire que tu as, du coup, j'imagine que tu as une formation, en tout cas, des bases sur tout ce qui va être marketing, communication, etc. C'est ça? Oui, alors tu as raison, j'ai fait une école de commerce donc qui était assez généraliste sur tous les aspects de l'entreprise, donc notamment du marketing. Mais là, en l'occurrence, sur la partie publicité, c'était toujours du revenu management. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour 2 afficheurs et en affichage, les sociétés qui mettent des panneaux qui mettent des affiches sur les panneaux d'affichage, au moment de négocier les prix, on fait du revenu management. Et donc, moi, je m'occupais du revenu management de cette activité-là. Ouais, ok. Donc, tu as vraiment un parcours dans dans l'analyse des revenus, j'allais dire Ouais, des chiffres, quoi, finalement. exactement. Ah, moi, les chiffres, c'est ma vie. Ok, très bien.
Et alors, du coup, donc tu disais que tu as utilisé les techniques de revenu management pour ton appartement, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, donc quand je me rends compte que les collègues investisseurs, ils ont besoin de ces méthodologies-là, moi, je me disais aussi parallèlement que j'avais envie de rentrer dans cette démarche d'investissement immobilier, de location saisonnière. Donc, on venait d'acheter notre appartement avec mon mari et je lui dis, bon, bah, on va mettre 2 chambres sur Airbnb. Bon, il m'a regardé avec une tête de déterré, genre, c'est quoi cette lubie encore qu'elle a? Finalement, ce qui m'a aidé, c'est qu'on avait un mariage à financer, donc autant te dire que quand je lui ai parlé des revenus potentiels, il était motivé. Là, d'un coup, ça l'a intéressé. Et on a commencé à être loueur comme ça, avec 2 chambres chez nous. Et du coup, j'ai appliqué les méthodes que j'utilisais pour, bah, dans les grands groupes, je les ai appliquées sur mes chambres. Mais au début, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Enfin, j'essayais de mettre en place, mais je me suis pris une énorme claque quand je me suis rendu compte, au bout de un mois et demi, que j'avais bradé, en fait, que j'avais bradé mes chambres et que, parce que j'avais des signaux faibles, quoi. J'avais des personnes qui me disaient: «Ah, c'est un super rapport qualité-prix». J'avais des personnes qui annulaient et genre, dans l'heure qui suivait à 21h le jour même, j'avais de nouveau une réservation. Je me suis dit: «C'est quand même bizarre, quoi. C'est pas possible, je suis l'aubaine du siècle, quoi». Et quand je me suis penchée sur les données du marché et cetera, là, je me suis rendu compte que oui, en fait, je m'étais complètement foirée du début à la fin. Et c'était une sacrée claque parce que je me suis dit: «Élise, tu fais du revenu management, voilà, chez Club Med, pour un portefeuille de 800 millions d'euros. À côté de ça, tu as 2 chambres chez toi, tu es pas foutu de faire du revenu management, quoi». Donc c'était intéressant parce que j'ai construit sur ça, justement, la transformation ou en tout cas l'adaptation des méthodologies des grands groupes à la location saisonnière, pour que ça fonctionne pour la location saisonnière. Et puis après, grâce à ces méthodes-là, j'ai surpassé le marché de, 150 quoi. Donc après, ça allait mieux. Mais au début, c'était un peu la claque. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, quand tu découvres qu'effectivement, finalement, tu vas faire la même chose pour tes chambres et qu'en plus, tu te trompes au début sur la manière de le faire, Mmh. euh, à quel moment tu te dis, bon, ok, je vais appliquer ce que je sais déjà faire dans ma partie pro, je vais aller dire, Mmh. pour moi à titre personnel. Donc, tu te dis, je vais utiliser des techniques de pro, si je peux dire ça comme ça, euh, Mmh. dans un monde, alors je vais dire un monde de particuliers, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que quand tu loues tes chambres, c'est quand même plutôt les particuliers qui font ça. Donc, tu importes des techniques pro dans ce monde-là. Je sais pas, tu t'es dit, c'est légitime de faire ça ou est-ce que c'est trop, tu vois? Parce que utiliser des techniques de pro quelque part, est-ce que vraiment ça a du sens pour des particuliers? Est-ce que finalement tu n'allais pas trop loin? Est-ce que t'as pas une espèce de schizophrénie à un moment donné par rapport à ça, à te dire, bah, je laisse le pro d'un côté, il n'y a pas de raison d'utiliser ça dans la partie perso? Beh, disons que je comprends, tu as raison. C'est vrai qu'on pourrait se dire: «Est-ce que c'était pas, complètement, démesuré?» Je pense qu'il y avait 2 facteurs qui m'ont un peu poussée à ça. C'est que déjà, ça m'avait un peu chamboulé l'ego, quoi, parce que quand on est, mais après l'entrepreneuriat m'a bien, nettoyée de tout potentiel ego, hein. Ça, pour ça, l'entrepreneuriat, ça purge l'ego, ça ça c'est clair. Mais étant salarié, ayant eu des évolutions professionnelles, on est dans un milieu, puis le revenu management, c'est un milieu tout petit où on commence à être installé, à être reconnu dans son milieu, et cetera. Alors se prendre une grosse claque comme ça après plus de 10 ans d'expérience, j'ai fini par en faire une affaire personnelle, quoi. Je me suis dit: «Alors là, Élise, tu vas, te presser de trouver une solution pour rester, tout à fait polie». Et donc j'en faisais une affaire personnelle, et puis après il y avait aussi le fait que c'était mon argent, en fait. Que du coup, on charbonnait dur avec mon mari pour faire, tout, quoi, les accueils, les ménages, les annonces, le machin. Et je me dis: «Purée, ah non, c'est dommage si on passe à côté d'argent, quoi». Je Encore une fois, j'avais aussi un mariage à financer derrière, quoi. Donc il y avait les 2 motivations, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et alors, je me rends compte qu'on n'a du coup pas forcément déterminé ce que c'est que le revenu management, parce qu'on n'a pas donné de Mmh. définition Ouais. pour la communauté qui nous suit. Est-ce qu'on pourrait juste redonner une petite définition, si tu en aurais une, sur ce que c'est que le revenu management? Ouais, alors le revenu management, c'est la science de maximiser le chiffre d'affaires d'une activité de service, sans changer le service en lui-même. Le revenu management, en fait, en tant que consommateur, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on réserve un billet d'avion ou une chambre d'hôtel. On sait que si on réserve un vol pour New York, pour dans 6 mois, ça va être beaucoup moins cher que si on veut réserver un vol pour New York pour demain, par exemple.
Et ben, derrière ça, c'est du revenu management. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que font les hôteliers. Les prix sont différents selon le temps qui nous sépare de la date ou selon le niveau de demande attendu sur la période. Et en location saisonnière, c'est également aujourd'hui un incontournable de faire du revenu management pour avoir un chiffre d'affaires qui soit le plus haut possible. D'accord, ok. On y reviendra justement sur ces aspects-là parce que quand on parlera de l'affiche complet, on discutera aussi des méthodes que vous utilisez chez l'affiche complet. Ok, donc maintenant c'est plus clair pour ce que c'est que le revenu management. Donc ok, donc tu appliques ça sur tes chambres, ça marche, tu surperformes le marché. À l'époque, tu avais des outils qui te permettaient de suivre, parce qu'aujourd'hui, on sait, on va en parler aussi, mais il y a des outils très avancés qui permettent de suivre tout ça. À l'époque, c'est peut-être pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Si, alors je suis pas si vieille que ça quand même, Hendrik. À ton époque, Élise, ton époque de dinosaure. Non, mais tu as raison. C'est vrai que, bah, en fait, au final, j'ai pris les choses méthodiquement. Quand j'ai vu que je m'étais complètement ratée, je me suis dit, bon, ben, ok, prends les choses méthodiquement. Qu'est-ce qui t'a manqué par rapport à ce que tu fais d'habitude? D'habitude, tu as des données de marché. Bon, bah, vas-y, cherche si ça existe, les données de marché en location saisonnière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trouver ces outils-là. Donc, ouais, à cette époque-là, j'avais ça parce que j'avais commencé à le chercher, à me demander comment je pouvais avoir des équivalents à ce que j'avais chez Club Med ou quand je travaillais en hôtellerie, quoi. Ouais, ok. Ouais, tu avais déjà, en tout cas, tu avais déjà une idée de ce que tu cherchais comme résultat pour pouvoir suivre un Ouais, peu ton petit business finalement à ce moment-là. c'est ça. Ok, ok, d'accord, très bien. Et alors du coup, le positif, c'est que tu as surperformé. Est-ce que tu as Mm. vu entre guillemets un point négatif ou quelque chose que tu te dirais, bah, si je devais le refaire, je le ferais autrement? Sur l'adaptation du revenu management ou sur la location saisonnière en elle-même? Ouais, ou les deux, les deux, les deux. Les deux. Sur l'adaptation du revenu management, je pense que, alors là, c'est plus entrepreneurial, mais je me dis, s'il y a un truc que je referais différemment, c'est d'avoir douté de moi. Parce qu'en fait, il y a toujours une sorte de syndrome de l'imposteur où même si on a 10 ans de bouteille dans un métier, je me dis, ah, mais est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, pareil, tu vois, est-ce que c'est pas démesuré? Enfin, ce genre de truc. Et puis en fait, après, quand j'ai vu que j'avais les résultats, quand on a eu les premiers clients, je me suis bien rendu compte que, bah oui, en fait, ça a aidé de ouf les gens et qu'il fallait absolument aller dans ce sens-là. Mais en amont, on peut avoir un peu, ce syndrome de l'imposteur qui est débile à chaque fois qu'on l'a en tant qu'entrepreneur, mais qui existe, il faut le considérer. Ouais. Et ce doute pour l'avenir, et il faut pas. Et après, sur la location saisonnière en elle-même, si je changerais, est-ce que je changerais certaines choses? Euh, non, je crois pas. J'ai vraiment commencé la location saisonnière à la dure, quoi. Vraiment, genre, dans un T4 avec les 3 chambres à côté. Et il y avait vraiment, genre, mon mari et moi dans l'une des chambres et les gens vraiment à côté, dans les chambres d'à côté. Donc, c'était vraiment à la dure on avait tout le temps du monde à la maison. Je finissais par avoir des moments d'angoisse en fait où je devais rentrer dans ma chambre pour m'apaiser d'avoir tout le temps du monde chez moi qui circule et tout ça. Par contre, c'était hyper riche parce que c'était des gens du monde entier qui venaient à la maison, c'était canon. Mais ouais, peut-être, je sais pas. On a fini par arrêter parce que j'étais enceinte jusqu'au cou. Je sais pas. Pour la location saisonnière, je pense que je changerais rien. C'était aussi chouette que c'était difficile. Mais du coup, c'est un bon souvenir, franchement. Chez nous, comme ça, à la dure. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est vrai qu'en général, quand on a des bons souvenirs ou des bonnes expériences, c'est souvent lié à justement à quelque chose de, je vais pas dire à quelque chose de très bas ou super bad, mais tu vois, il y a toujours une Ouais, espèce de contrepartie, une espèce de mm, contraste. Et, ouais, et c'est ça qui fait que finalement, on retient les bons moments et que les bons moments sont de super moments, en fait. ouais, Euh, ouais, c'est vrai, je pense c'est que vrai, les bons moments qu'on passe, c'est justement parce qu'on a eu entre guillemets, des mauvais moments avant, quoi. c'est vrai, Et effectivement, je c'est pense que vrai. tu le décris là, en fait, dans ton parcours, je pense. Ok, ok, très bien. Alors donc du coup, tu as deux chambres qui cartonnent euh, et, euh, et finalement tu te dis, bah, comment t'en arrives à te dire je vais créer J'affiche complet quoi. C'est quoi la transition entre les deux? Bah, c'était vraiment un peu tout ça, tu vois. Le fait de voir que ça marchait pour moi, le fait de voir aussi sur moi, je commençais à rentrer dans les groupes Facebook avec tous les collègues investisseurs ou conciergerie. Euh, et au tout début, je connaissais pas la sous-location professionnelle. Ça commençait tout juste. C'était vraiment le début. Voilà, du coup, dinosaure, hein, on est d'accord. Ouais, j'allais te dire, on est à j'allais te dire.
Et ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin. Tout ça mis bout à bout. Et donc, c'est comme ça qu'en janvier 2019, j'ai créé J'affiche complet. J'avais un peu fait le site un peu avant, mais la création officielle, ça a été vraiment en janvier 2019. D'accord, d'accord. OK. Ouais, c'est vrai que 2019, c'était, tu vois, je disais tout à l'heure que les choses ont beaucoup évolué, mais c'est vrai, quoi. Oui, oui, Ça tu as raison. va tellement vite, quoi. Ouais, Ça va super vite, ouais, que ce soit enfin, sur les outils et la technologie, j'en parle même pas, c'est juste, c'est un TGV, ouais, quoi. C'est un TGV. ouais. Mmh. Et c'est vrai que même dans le contexte, moi, tu vois, je me suis formé à la sous-location en 2018. Et clairement, en 2018, il n'y avait pas les mêmes ressources qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais vraiment de loin, hein, de très très loin, quoi. De très très Ouais. loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources qui existent sur le sujet. Et sur la conciergerie, pareil. Hein, la preuve, on fait ce type d'interview et on est entre guillemets en 2025. En 2018, il n'y avait clairement pas ça, quoi. Il n'y avait clairement pas ça, quoi. Donc c'est vrai que c'était Ouais. c'était un moment où c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. On n'en parlait pas de manière aussi démocratisée qu'aujourd'hui. C'est pour Ouais. ça que je te posais la question justement des outils qui étaient clairement différents de ce qu'on a aujourd'hui, pas aussi poussés, c'est sûr, quoi. Ouais. Ok, donc tu décides de monter J'affiche complet en 2019. À ce moment-là, c'est quoi ton objectif? Tu visais déjà des conciergeries? C'était plutôt à destination de particuliers? C'était quoi un peu ton objectif là-dessus? Enfin, qui tu visais? Alors, ouais, la Élise de 2019, dans sa tête, elle veut proposer de la formation. Vraiment, c'était mon truc. Je voulais former les personnes. J'ai toujours eu ce côté un peu Robin des Bois, quoi. Vraiment défendre les acteurs de la location saisonnière qui n'ont pas accès aux mêmes outils que les grands groupes, quoi. J'ai toujours eu ce truc qui m'a animé de résoudre cette injustice. Et, et donc, au début, mon idée, c'était faire de la formation et plutôt pour les investisseurs IMO, c'est vrai. Et donc, petit coup d'humilité, et je me suis rendu compte que, en fait, très vite, il y a eu de la demande aussi d'autres acteurs de la location saisonnière, pas que les investisseurs, les conciergeries, les souleurs professionnels, les agences immobilières. Il y avait même aussi les gîtes et les maisons d'hôtes qui avaient besoin d'aide. Et pareil, sur la formation, on m'a aussi rapidement dit bon, Élise, j'ai pas le temps, je suis chargée, j'aimerais que ce soit toi qui t'en occupes. Et moi, j'étais là, bah non, non, je veux pas. Au début, je disais non. Oui, parce que là, Alors, j'ai. c'est le début de ton aventure entrepreneuriale, là, quand on est en Ah janvier ouais, 2019. Tu viens de créer ton entreprise et en fait, je le dis parce qu'on est tous un petit peu pareil quand on débute son entreprise. On n'a pas encore toutes les idées qui sont parfaitement claires, hein. Il y a ouais, un chemin, ouais, quoi. Il y a un chemin. Et effectivement, c'est au clair. début, tu te permets de refuser des clients. C'est ça. Et aussi, maintenant, quand j'ai des amis ou des gens que je connais, entrepreneurs, qui démarrent et qui disent, bah voilà, moi, je veux faire ça, 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 je leur dis franchement, bah, c'est cool. Déjà, c'est bien d'avoir une vision et de savoir où on veut aller. Mais le marché va s'occuper de te remettre à ta place, entre guillemets. C'est-à-dire, le marché dans lequel on évolue, il nous remet à notre place en nous disant, bon, en fait, voilà, allez, ok, Élise, tu voulais faire ça? Bah, alors, en fait, nous, on a besoin de ça. Donc maintenant, voilà, tu prends ou tu laisses, mais donc, Ouais, ouais. ouais. Et ça ramène à ce que tu disais au début sur l'ego, en fait. C'est que Bah justement, oui, c'est le marché c'est le marché qui commande. Je veux dire, on est dans le monde des affaires. c'est Donc, ça. le marché va nous dire, effectivement, on a besoin de ça ou on n'a pas besoin de ça. Et si on laisse pas son ego de côté, en fait, on loupe les occasions, quoi. Et, Exactement. en effet, tu viens d'illustrer, je trouve, justement, cet aspect-là, qui, dans le monde de la conciergerie, pour ceux qui créent des conciergeries, on a aussi des bouts comme ça. Alors toi, tu partais de zéro finalement, parce que je pense qu'à l'époque, Oui. tu me le diras, mais tu peut-être pas trop de concurrence sur le segment, je pense. Mm. Et c'est vrai que dans le monde des conciergeries, il y a de la concurrence qui existe déjà, donc le marché, entre guillemets, on sait déjà ce qu'il veut, mais n'empêche qu'il y a plein de variables, il y a plein de choses qui changent. Et puis, les années passant, il n'y a jamais les mêmes demandes, ça évolue et c'est à nous aussi de nous adapter. Donc là, c'est effectivement ce que nous on fait dans la conciergerie, mais toi aussi tu l'as fait avec J'affiche complet, quoi. Ouais, en conciergerie, le parallèle, il peut être aussi sur, tu vois, les typologies de biens ou les zones. Tu vois, il y a des dirigeants de conciergerie qui démarrent en disant, je ne voudrais que tel type de bien.
où je ne voudrais que tel type de zone. Et puis en fait, on se rend compte à l'usage que, ah bah attends, il y a peut-être un autre type de bien qui est pas mal quand même. Tiens, il y a peut-être des zones que j'avais exclues qui sont peut-être pas si mal. Tu vois, des choses comme ça aussi. Il y a des choses Ouais, comme ouais, ça. tout à fait, tout à fait. C'est vrai que dans les différentes conciergeries avec qui je peux avoir contact et c'est pour certaines que j'accompagne, c'est vrai que souvent on se dit bon, moi je voudrais faire que du bien haut de gamme ou que des maisons ou que des villas ou ce genre de choses. Et en fait, les opportunités font que, et notamment au démarrage, encore plus au démarrage, Ouais. les opportunités font que, bah, en fait, le chemin peut être un petit peu plus sinueux que tout ça, quoi. Mm. Mais c'est pas Ouais, une mauvaise chose du tout. Ça permet aussi d'engranger de l'expérience. Voilà, c'est clair. c'est hyper important. Donc, ok, donc on a compris que tu refusais des clients au début, et finalement tu te dis, ok, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un truc à faire sur le marché d'une autre manière. Et, Ouais. et donc c'est là où tu pars plutôt sur finalement faire une prestation de service, c'est ça, plutôt que de la formation. C'est ça. Ben, alors, j'avais gardé la formation. On a toujours eu la formation, mais c'est vrai que du coup, je développe cette partie prestation de service en me disant, bah, en fait, toi qui veux aider les gens, si c'est ce dont les gens ont besoin, ça sert à rien que tu dises non. T'es bête, ils disent là. Donc, on part sur ça. Et c'est vrai que la prestation de service, elle a tout de suite explosé, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait un vrai besoin de se soulager, de se libérer de cette partie-là et d'avoir une professionnalisation, une aide à la professionnalisation de cette partie-là dans les sociétés. Ouais. Ok, ok. Ok, ça marche. Donc, bah, écoute, je pense que c'est clair pour les personnes qui nous suivent. Donc, tu crées J'affiche complet. Et donc, ce que je te Mm. propose, c'est qu'on passe à une séquence redoutée dans le talk show Oh, aujourd'hui, puisque tu vas passer sur le grill, puisque tu vas nous pitcher ouh, J'affiche complet. Donc, le principe, je le rappelle aussi pour ceux qui nous suivent. Donc, tu vas pitcher J'affiche complet. Tu as à peu près 2 minutes pour faire ça. Et puis après, derrière, bien évidemment, on aura bah, une séquence d'échange, de questions-réponses aussi par rapport à tout ça, pour que tous ceux qui nous suivent puissent bien comprendre ce que fait J'affiche complet. Alors, je lance le chrono, donc tu as 2 minutes. C'est parti. ok. Alors, J'affiche complet est une agence de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. On est pionnier et leader en termes d'agence sur cette partie-là. On permet de déléguer le revenu management ou de se former aux méthodologies du revenu management pour maximiser son chiffre d'affaires en tant que conciergerie, mais aussi mieux satisfaire ses propriétaires et s'assurer d'avoir une activité qui soit pérenne dans le temps en se libérant d'une certaine charge mentale en tant que dirigeant. Ok, cool. C'était hyper rapide, je crois que j'ai fait 30 secondes, non? Ouais, il y a encore 1 minute 30, mais si tout est OK pour toi, il n'y a pas de souci, c'est OK pour moi aussi. Ok. Ah non, mais c'est cool. Du coup, moi, ça m'amène quand même à quelques questions. Euh, donc, J'affiche complet voilà, fait de l'accompagnement pour, comme tu l'as dit, enlever de la charge mentale, hein, notamment. Mm. Finalement, oui, je vais commencer même par autre chose. Du coup, est-ce que tu pourrais dire combien de lots ou combien de clients il y a chez J'affiche complet? Je te laisse choisir lequel tu Oui, peux communiquer. Je ne sais pas sur quel chaîne tu peux communiquer. on travaille pour plus de 2000 biens et plus de 110 clients qui sont principalement en France métropolitaine, mais on peut être partout dans le monde. On a aussi des biens ailleurs. D'accord, ça veut dire que si on est un propriétaire ou même si on envisage de monter une conciergerie à l'étranger, on peut aussi faire appel à tes services. Oui, bien sûr. On a aussi des biens ailleurs, dans d'autres pays. Oui, D'accord. Dans le monde entier, c'est pas forcément Europe? ouais, dans le monde entier. On est D'accord. prêt à travailler partout dans le monde. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et si tu devais décrire un bénéfice de ceux qui utilisent J'affiche complet aujourd'hui, qui peuvent constater dès le premier mois, alors je vais parler des conciergeries puisque c'est quand même le thème du talk d'aujourd'hui. Les conciergeries qui bossent avec toi, quels bénéfices ils ont dès le premier mois? Est-ce qu'ils arrivent à constater des améliorations ou des bénéfices particuliers? Bah, dès le premier mois, j'ai même envie de dire dès les 2 premières semaines, on a une remise en question, une remise sur la table en fait d'un certain nombre de leviers de paramétrage. Parce que au démarrage, on fait un audit et on analyse vraiment la performance historique et les stratégies qui sont mises en place. Et après 15 jours de travail de l'équipe, on fait un point pour pouvoir justement proposer une nouvelle stratégie et remettre en question un certain nombre de points. Et pour beaucoup de nos clients, eh bien, il y a ce temps un peu où on se pose, et c'est dur quand on est chef d'entreprise de se poser sur un certain nombre de choses comme ça
pouvoir se poser sur toutes ces choses qu'on a pu faire au fil de l'eau, mais parfois sans réfléchir. Et justement, de se dire, tiens, bah, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? Est-ce qu'on verrait pas les choses différemment? Tiens, bah, eux, comment ils me proposent de travailler? Et donc, ça, c'est un des premiers bénéfices quand on travaille ensemble, c'est de pouvoir se reposer sur la stratégie et d'avoir des experts qui ont réellement étudié les choses et qui peuvent recommander des nouvelles méthodologies pour maximiser le chiffre d'affaires. D'accord, d'accord. Pour faire ça, donc, il y a des outils, j'imagine. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les outils que tu utilises? Oui, donc on a deux outils, un outil externe et un outil maison. L'outil externe, c'est des données de marché. Alors, il y a plusieurs acteurs sur le marché qui existent pour les données du marché. All the Rooms, Liwango, Lighthouse, et il y a aussi RDNA. Donc, nous, on a choisi d'utiliser RDNA. Il faut savoir que c'est un outil qui est aussi utilisé par Atout France, qui est l'entité gouvernementale en France des statistiques du tourisme. Donc, c'est aussi un gage de qualité sur les données qui sont dedans. Donc, le premier outil, ça va être RDNA. Alors, RDNA, c'est pas un outil qui va dire qu'il faut écrire 45 € la nuit sur le système. C'est un outil qui va nous dire, bah voilà, historiquement, tel type de bien sur telle ville, telle zone, tel quartier, ça s'est vendu en moyenne à telle fréquence et à tel prix. Et on a tout un tas de statistiques autour de ça. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est un outil maison qui s'appelle RevPilot. RevPilot, c'est notre outil de BI. Alors, BI, c'est juste un mot tordu pour dire Business Intelligence. Donc, c'est un outil de visualisation de la donnée qu'on a développé et qui nous permet d'avoir tous les indicateurs du revenu management pour nos clients. Donc, taux d'occupation, prix moyen, RevPAR, enfin, tous les indicateurs qu'on connaît. Il y en a plein d'autres, mais je ne sais pas si c'est intéressant que je fasse la liste. En tout cas, avec ces trois éléments. Ouais, peut-être après. OK. Avec ces trois éléments-là, ces trois piliers-là, on a tous les ingrédients nécessaires à faire notre recette, c'est-à-dire à mettre en place les méthodologies du revenu management. Donc, les trois piliers du revenu management, c'est vraiment les données historiques avec les indicateurs du revenu management, taux d'occupation, prix moyen, etc., les données de marché. Et le troisième élément, c'est l'étude concurrence. Donc, c'est le fait d'aller faire des études de concurrence sur le terrain, donc sur Airbnb, sur Booking.com. C'est les trois ingrédients. D'accord, d'accord. Est-ce que du coup, tu peux donner un petit peu la différence entre ce que tu appelles les données de marché et l'historique? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui utilisent d'autres outils, justement, on va en parler après. Quelle différence tu fais entre les deux? Alors, les données de marché, ça va être à l'échelle vraiment de toute la ville. C'est-à-dire qu'on a accès à ce qui s'est vendu dans le passé sur toute une ville, tout un type de bien. C'est vraiment holistique, quoi. Ça nous permet d'avoir une vision globale, comme si on était omniscient. Alors que les données historiques, ça va être sur nos propres biens. Dire, bon, ben voilà, moi, mon T3 sur telle ville, combien j'ai fait de performances historiquement en chiffre d'affaires, en taux d'occupation. Et de pouvoir comparer les deux, justement. Est-ce que j'ai été meilleur ou moins bon que le marché? Si j'ai été meilleur que le marché, c'est intéressant de savoir quelle est la stratégie mise en place qui nous a permis de faire ça. Parce que comme ça, on va pouvoir extrapoler ça sur d'autres périodes de l'année. Ou à l'inverse, si j'étais moins bon que le marché, c'est aussi intéressant à savoir. Parce que ça veut dire que j'ai une opportunité d'aller encore chercher de l'argent. Donc, c'est ça l'écart entre les deux. Ok, ça marche. Et alors, j'avais une petite question sur justement qui sont les concurrents de J'affiche complet. Et je parlerai des conciergeries juste après. Je te laisse répondre, mais je parlerai des conciergeries parce que il y a un petit parallèle à faire. Un petit parallèle. En tout cas, il y a des choses qui me semblent intéressantes à partager. Là, tout de suite, tu sais, donc on va pas se le cacher. Aujourd'hui, il y a des conciergeries qui utilisent d'autres outils pour faire du revenu management. Alors d'ailleurs, je vais même tout de suite nuancer. Ils utilisent notamment Price Labs. C'est quelque chose qui est quand même hyper utilisé. Mon point de vue à moi, et je vais te laisser commenter aussi, c'est que Price Labs, c'est plutôt, pour le coup, c'est un price manager. Je ne sais pas si tu vas être d'accord Ouais, avec moi. ouais, c'est ça. Là où C'est j'affiche une bonne façon de le dire, tu as raison. voilà, là où j'affiche complet est un revenu manager. Donc du coup, je reviens à ma question. Qui sont finalement, d'après toi, tes concurrents ou tes plus gros concurrents sur le secteur? Alors, c'est une bonne façon de le dire. Peut-être que si tu me laisses les royalties, je réutiliserai cette formulation. Ah mince, bah, je te reverserai les royalties alors. Mais oui, tu as raison. Alors, il y a des alternatives en fait sur le marché qui sont les outils de tarification dynamique. Les outils de tarification dynamique, c'est des outils qui, comme tu dis, qu'il ne faut pas du tout diaboliser. C'est des solutions qui permettent, si on n'est vraiment pas du tout familier
avec tous ces aspects-là, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire. Avoir un algorithme tarifaire comme PriceLab, Beyond Pricing, il y a aussi Wheelhouse par exemple, dans ces systèmes, c'est beaucoup mieux que de mettre 45 € la nuit toute l'année en 2 nuits minimum. Mais comme tout outil, il ne faut pas en faire un mésusage. C'est-à-dire que si on l'a dans son activité, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment il faut le piloter. C'est-à-dire que cet outil-là, il va s'occuper de faire augmenter ou baisser les prix selon si c'est plein ou si c'est vide. Le premier point important, c'est que c'est des outils qui se pilotent. Et d'ailleurs, parce qu'on est collègues aussi avec PriceLab, Beyond Pricing, et on en discute. Et en tout cas, moi, ils me le disent. Je pense qu'ils le disent aussi par ailleurs, mais ils sont pleinement en alerte auprès de leurs clients et prospects pour dire que c'est pas des autopilotes, ces outils-là. C'est-à-dire que ça doit être surveillé, corrigé. Donc, il faut maîtriser le revenu management aussi pour savoir quand est-ce que l'outil il part en cacahuète, quoi. Typiquement, un exemple concret, si par exemple un bien n'est pas vendu dans 2 semaines, le système il va avoir tendance à baisser le prix parce que c'est le levier qu'il a à sa disposition. Donc forcément, c'est vide. Lui, il se dit je baisse le prix. Alors que peut-être que plutôt que baisser le prix, il faut aller changer la durée de séjour minimum, par exemple. Comme ça, on va pouvoir remplir plus facilement et on va maintenir un prix plus haut. Donc c'est des cas comme ça sur lesquels il faut pouvoir corriger le système. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Et le deuxième point qui est important, c'est l'erreur qui est commune et la façon dont tu l'exprimes le montre tout de suite, c'est qu'on a tendance à penser, on a tendance à oublier que le revenu management, en fait, c'est pas qu'une question de prix. Ces outils-là sont des outils de tarification, mais en fait, il faut piloter aussi les durées de séjour minimum, les promotions, les conditions d'annulation, avoir des frais de ménage qui sont bien positionnés, savoir mettre en place de la moyenne durée, adapter les prix sur les plateformes. Enfin, il y a tout cet écosystème de leviers qui doit être cohérent en 360 et correctement piloté aussi en 360 pour maximiser le chiffre d'affaires. Et en fait, c'est parce que le revenu management est un jeu de 360 degrés qu'aujourd'hui, encore, et peut-être pour encore longtemps, on verra, le cerveau humain est toujours meilleur que l'algorithme. Aujourd'hui, les revenus managers sont toujours meilleurs sur les croissances de chiffre d'affaires que ce que peut faire un algorithme tarifaire. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler de chiffres un peu par rapport à ça? Est-ce que tu constates une Ouais. augmentation de chiffre d'affaires en utilisant du revenu management versus pas de revenu management déjà? Oui, alors oui, c'est sûr. Ben, nous, en moyenne, tu vois, on a fait la statistique, par exemple, pour 2023. On va bientôt sortir la statistique 2024. En 2023, on a fait en moyenne plus 26% de croissance de chiffre d'affaires sur les biens qui nous ont été confiés. D'accord, d'accord. Ouais, donc c'est hyper intéressant parce que du coup, je mets ça en lien justement avec les conciergeries et je reviendrai sur la concurrence après. J'ai dit que je te dirais quelque chose. Mm. Effectivement, c'est vrai que du coup, ce potentiel à mieux gérer les revenus, du coup, comme j'ai utilisé ce mot-là maintenant, ce potentiel à mieux gérer les revenus, c'est aussi, nous, en tant que conciergerie, des services qu'on peut proposer aux propriétaires, justement. C'est une manière pour nous aussi de, entre guillemets, mieux vendre ou vendre différemment notre prestation auprès d'un propriétaire pour le convaincre aussi. Donc, pour nous, en termes de prospection, de messages et tout ça, c'est hyper important d'avoir effectivement une approche de par les revenus, en fait. Hein, c'est ce que tu décris là, et avec effectivement un vrai gain pour le propriétaire, puisque du coup, la conciergerie est partenaire avec le propriétaire. Le propriétaire, il gagne, la conciergerie gagne aussi. Quoi. Donc, c'est vraiment gagnant sur toute la ligne. Quoi. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les conciergeries indépendantes sont souvent comparées avec les grosses conciergeries pour abonder dans ton sens. Et les grosses conciergeries, elles peuvent dire qu'elles ont un revenu manager en interne. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ce même argument de dire, bah, moi aussi, j'ai un revenu manager en interne qui s'occupe de ça et qui suit ça hyper fréquemment, quoi. Ouais, donc, Mm. ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, voilà, utiliser des services comme ce que tu proposes avec la fiche complète, ça peut, pour nous, moi je le comprends comme ça, être une vraie arme, soit différenciante, Ah oui, soit pour se mettre à armes égales avec des potentiels concurrents qui peuvent, comme tu le dis, être des grosses conciergeries en plus. ouais, complètement. Ok. Alors pour revenir sur la concurrence, parce qu'effectivement, moi, mon point de vue, c'est que je vais te donner le point de vue d'une conciergerie. Je pense que nous, la conciergerie, nos concurrents. Alors, je vais prendre ma conciergerie. Euh, le plus gros concurrent, ou les deux plus gros concurrents, je dirais, de ma conciergerie, finalement, c'est pas la conciergerie d'à côté.
c'est pas la grosse conciergerie qui est, moi je suis sur la région parisienne, c'est pas la grosse conciergerie qui opère sur Paris. En tout cas, c'est des concurrents, mais c'est pas eux finalement les plus dangereux. Finalement, moi, pour moi, ce que je vois les plus dangereux, c'est les plus dangereux. Attention, personne va mourir, hein, on est d'accord. Hein. Je vais poser mes mots. Mais en tout cas, les concurrents le plus sérieux, pour moi, c'est la location longue durée en tant que conciergerie. Ouais. Ça, c'est le premier. Et c'est toujours un débat qu'on a avec les propriétaires. Et le deuxième concurrent, c'est le travail au noir. Parce que on va faire beaucoup d'interventions de ménage, de maintenance, etc. Et ça, c'est des métiers, tout ce qui est service à la personne, hein, c'est des métiers qui sont, voilà, qui sont toujours sur le fil en termes de travail déclaré ou de travail non déclaré pour des raisons de coût, hein, tout simplement. C'est vraiment ça. Ouais. Et donc, ça, je vois, nous, nos concurrents, finalement, c'est plutôt ça. Et moi, je me disais, pour j'affiche complet, finalement, est-ce que tu arriverais à identifier un acteur qui aurait ce type de concurrence? Moi, en fait, je vois Airbnb quasiment comme un concurrent de j'affiche complet. Ah oui? Ouais, ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, Airbnb, ou en tout cas, je vais nuancer aussi un peu, tous ces outils qui proposent en interne du price management. Je vais utiliser le mot maintenant, puisqu'on a le droit. Ah oui. Parce que, tu vois, typiquement, tu as des channel managers qui proposent intégrer dans leurs outils ce genre de choses. Et c'est Ouais. potentiellement une optimisation de coûts pour la conciergerie. Et donc, alors certes, c'est pas exactement le même service que le tien, mais n'empêche que ça fait une sacrée concurrence, quoi. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? je comprends ce que tu veux dire. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est un peu comme PriceLab et Beyond Pricing, c'est-à-dire que on retombe sur un algorithme qui fait évoluer à la hausse ou à la baisse le prix. Alors, bon, il y a quand même une grosse vigilance sur l'algorithme d'Airbnb, parce que on le sait, c'est quand même un algorithme qui n'est pas fort recommandable pour sa façon de faire fluctuer les prix. Mais oui, après, il y a des channels aussi qui ont lancé, pareil, des algorithmes qui vont être des concurrents de PriceLab, Young Pricing, etc. C'est vrai que je pense que le tout en un, c'est quelque chose qui est très apprécié des dirigeants de conciergerie parce qu'il y a beaucoup d'outils aussi aujourd'hui. Donc, de se dire qu'on n'est pas obligé d'aller sur un PriceLab ou un Beyond et qu'on peut avoir directement dans son channel ce système tarifaire qui fait monter et baisser les prix, ça peut être une alternative attirante, ouais. Donc, ouais, c'est sûr que ça fait partie aussi de l'écosystème. Ces solutions-là font partie de l'écosystème. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Et alors moi, je me posais une petite question. C'est enfin, ça a à voir avec j'affiche complet, mais quelle différence y aurait entre le revenu manager pour la location courte durée telle que toi tu pourrais le proposer avec j'affiche complet et un revenu manager pour, par exemple, un camping, par exemple, ou des gîtes ou maisons d'hôtes? Est-ce qu'il y a une différence? Voilà, est-ce que tu disais que j'affiche complet, vous pouviez gérer aussi ce genre de choses, hein, je crois que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça, finalement, pour le coup, est-ce que c'est des concurrents pour toi, d'ailleurs? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, gîtes et maisons d'hôtes, c'est vrai que c'est aussi des cas que nous, on gère. Donc ça, c'est assez similaire à location saisonnière. Par contre, il y a des différences avec les campings, il y a des différences avec l'hôtellerie aussi. Oui. J'ai deux collègues, d'ailleurs, on a fait un live tous les trois, deux collègues, l'un qui dirige une agence de revenu management pour les campings et l'autre une agence de revenu management pour les hôtels. Et on adore se faire des mini mastermind tous les trois aussi, où on parle des réalités d'avoir une agence en revenu management. Des fois, ça nous fait du bien, tu vois. Et non, on n'est pas du tout concurrents sur cette partie-là parce qu'on est tous les trois très au fait de l'expertise du domaine développé par chacun et que ça reste quand même assez différent. L'essence, le squelette du métier est le même, mais en fait, il faut s'adapter aux outils qui sont effectifs dans chacun des domaines. Il faut s'adapter aussi aux données de marché. Typiquement, bah, nous, on utilise AirDNA en location saisonnière. En hôtellerie, ça va être OTA Insight, par exemple. Dans les campings, je crois qu'il n'a même pas d'outils, mon collègue, sur la partie camping, et que c'est un sujet qu'ils essaient de résoudre, etc. Donc, chaque domaine a ses points forts, ses points de struggle, j'allais dire. Attends, je suis en train de partir en Jean-Claude Van Damme, là. Ses points de, ces points où on essaie de se battre un peu pour essayer d'avoir des solutions, etc. Chaque domaine a ses spécificités. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui est différenciant. Mais in fine,
On fait tous des prévisions sur le niveau de demande qu'il va y avoir dans le futur. On étudie tous le marché, on étudie tous la concurrence, on étudie tous nos données historiques pour en déterminer des stratégies qui vont combiner tous les leviers du revenu management, que ce soit les prix, les durées de séjour minimum, etc. Ça, c'est une ossature qui est assez forte pour tout le monde. Ok, donc très bien. Donc on comprend mieux maintenant ce que c'est que J'affiche complet. Alors on a déjà pas mal évoqué comment ça fonctionne un petit peu à l'intérieur de J'affiche complet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe si je suis une conciergerie et qu'on décide de travailler ensemble? Comment ça se passe le démarrage de la prestation avec tes équipes? Qu'est-ce qu'on met en place au début? Et puis un petit peu après la vie quotidienne, comment ça se déroule? Oui. Alors, si on est une conciergerie, peut-être pour pas faire peur, peut-être aux personnes qui démarrent en se disant, oh là là, mon Dieu, ça a l'air compliqué. Quand on est une conciergerie qui démarre, déjà, on peut faire le choix de se former au revenu management plutôt, pour savoir le faire soi-même et pas partir tout de suite dans une délégation. Mais après, à partir de 5 biens, en général, nous on recommande de déléguer pas en dessous de 5 biens, mais à partir de 5 biens, ça peut être intéressant de déléguer cette partie-là. Et là, en effet, quand on commence à travailler ensemble, on va étudier l'historique des biens, toutes les dernières tendances sur le marché sur lequel la conciergerie a des biens, et on va recommander une stratégie de revenu management sur 1 an sur l'ensemble des biens de la conciergerie qu'on va présenter aux dirigeants de conciergerie et qu'on va tout paramétrer dans le channel manager qui a été choisi. Et une fois que c'est fait, toutes les semaines, le revenu manager, il va reprendre l'analyse, regarder comment se comportent les biens, comment se comportent les concurrents et quelles sont les tendances de marché. Il va remettre en place des actions qui sont soit des actions correctrices sur les endroits où les tendances sont pas suffisamment bonnes, soit des actions pour surfer en fait sur les bonnes tendances, là où les tendances sont super bonnes. Dans les deux cas, ça fait gagner plus d'argent de faire ça. Donc voilà, on refait cette analyse 1 ou 2 fois par semaine selon comment les biens se portent. Parfois plus, mais bon, ça c'est vraiment quand les biens vont pas bien. De toute façon, il faut pas trop agir sur les biens. Ça, c'est aussi une légende urbaine de dire qu'il faut changer les prix tous les jours. Il faut laisser vraiment 2-3 jours les actions agir pour que ça puisse être vertueux. Et du coup, notre client, il reçoit 2 fois par semaine des nouvelles de notre part. Tous les lundis, on envoie le rapport détaillé, donc qui sont des écrans issus de RevPilot, notre fameux outil de pilotage de la performance des biens. Donc, des écrans qui vont permettre de voir les statistiques, les tendances sur les biens, la performance, la comparaison par rapport au marché. C'est aussi des écrans qui peuvent être copiés-collés pour être communiqués aux propriétaires, par exemple, si on veut donner des infos aux propriétaires. Et puis, il y a un deuxième envoi dans la semaine qui est là plutôt ce qu'on appelle l'executive summary, qui va être la synthèse vidéo du revenu manager qui travaille pour la conciergerie, qui va pouvoir du coup débriefer le dirigeant de conciergerie des enjeux de la semaine, des actions qui ont été mises en place sur les biens cette semaine. D'accord, d'accord. Alors, si je reprends au lancement, donc, est-ce que tu travailles avec plusieurs channel managers différents? Est-ce que tu recommandes plutôt l'un ou plutôt l'autre? Est-ce que je peux venir avec pas de channel manager du tout? Comment ça peut... Oui, alors tu as raison. On peut venir avec pas de channel manager du tout si on n'a que Airbnb. Ça, on s'est adapté à ça. Mais il faut avoir que Airbnb et pas Airbnb plus d'autres plateformes. Sinon, c'est vrai qu'en général, les conciergeries ont un channel manager. On travaille avec tous les channel managers qui nous ont été présentés jusqu'à présent. Donc, on doit travailler avec une liste de 7 à 8 channel managers aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a une grosse préférence pour Bet24, une préférence qui est un peu dissimulée sur les réseaux, mais qui est non dissimulée en off. Donc, ça va plus être dissimulé à partir d'aujourd'hui. Du coup, maintenant, on va le savoir. Ouais, c'est ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, oui, du coup, ce sera plus trop dissimulé, Elise Ripoche, là. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, en fait, Bet24, c'est quand même un outil qui nous permet de mettre en place toutes les stratégies de revenu management dont on a besoin au quotidien. Donc, bon, c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. On n'est pas sponsorisé par Bet24, quoi. C'est vraiment juste parce qu'en fait, on a toutes les options dont on a besoin dans le système, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, pareil, je suis pas sponsorisé, que tout le monde se rassure. C'est vrai que moi aussi, je recommande pour les conciergeries qui démarrent, je recommande Bet24, je l'ai moi-même utilisé pendant longtemps. Parce que franchement, il faut dire la réalité, c'est hyper fiable.
Et effectivement, je te rejoins sur la partie revenu management, tu le sais mieux que moi, c'est vrai que c'est hyper adapté, il me semble. Pour nous, côté conciergerie, ça répond bien à notre besoin au démarrage, c'est-à-dire quand on a un certain nombre de biens, on cherche au début à, entre guillemets, limiter nos coûts. Et c'est vrai que Bet24 a cet avantage-là d'être un super rapport qualité-prix. Par contre, et du coup, je profite pour aussi introduire la notion, mais pour moi, Bet24, c'est vraiment un channel manager. C'est-à-dire vraiment que ça gère les canaux de distribution. Pour moi, ça gère vraiment ça. Par contre, ça ne gère pas tout le reste. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses pour une conciergerie. Notamment, le truc qui nous vient tout de suite à l'idée, c'est la gestion du ménage. Et Bet24 ne fait pas ça de manière pro. Donc, c'est un peu l'inconvénient. C'est vrai que dès qu'on commence à avoir des besoins d'être beaucoup plus fin, plus performant sur cette partie-là, en général, le channel manager au sens littéral du terme n'est plus suffisant. Et c'est vrai que moi, je recommande plutôt de prendre des PMS, des Property Management Systems, qui justement ont une partie channel manager, une partie gestion d'intervention, une partie CRM, enfin gestion de la clientèle. Enfin, il y a plein de trucs dedans. Et c'est vrai. Et du coup, il peut y avoir des parties de price management dans les PMS aussi. Donc, c'est vrai que moi, je recommande plutôt, à un moment donné, de basculer sur ce type d'outil parce que le besoin évolue. Mais je te rejoins sur Bet24. Pour démarrer, en tout cas, pour moi, il n'y a pas photo. Franchement, c'est vraiment l'idéal. Ok, ça marche. Donc ça, c'est quand je démarre. Alors tu disais, si je démarre sans channel manager, si je fonctionne qu'avec Booking, tiens, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Pas encore, on n'a jamais eu le cas, c'est vrai aujourd'hui. En général, les personnes qui veulent faire les choses peut-être plus simplement, entre guillemets, ont tendance à se dire qu'ils préfèrent avoir Airbnb, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu le cas de quelqu'un qui nous dise je suis que Booking, quoi. Je suis contre Airbnb. Ouais, c'est vrai que la simplicité d'utilisation fait que les gens iront plutôt sur Airbnb au début. Ouais, je suis assez d'accord. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Donc finalement, assez peu de contraintes, donc c'est plutôt souple par rapport à ça. Ok. Ouais. Alors ensuite, dans le quotidien, tu disais qu'il allait y avoir un certain nombre d'analyses, une ou plusieurs fois. Et tu as dit un truc qui était super intéressant, c'est que c'est pas, entre guillemets, pas la peine d'aller changer, enfin la fameuse légende urbaine, d'aller changer tous les jours, voire plus, les prix ou les paramètres ou ce genre de choses. Ouais. C'est des choses que tu as testées avec J'affiche complet, justement, cet aspect-là? Ouais, au début, j'étais vraiment, je l'avais beaucoup entendu, ce truc-là, et j'étais vraiment contre, quoi. Comme j'ai l'habitude de dire, je faisais vraiment ma vieille chouette aigrie, quoi. Tu vois, je me disais, mais non, mais j'ai jamais entendu parler de ça en hôtellerie, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et puis après quelques années de J'affiche complet, je me suis dit, mais Elise, en fait, peut-être que les choses ont changé. Il faut que tu te remettes en question. Ça se trouve, c'est vrai, et donc on va adapter nos méthodes chez J'affiche complet si c'est vrai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à nos contacts chez Airbnb et Booking pour leur demander est-ce que c'est vrai, est-ce que ça joue sur l'algorithme de changer les prix tous les jours? Et la réponse des deux côtés a été non, hein, vraiment. Au début, même côté Booking, ils comprenaient pas trop ce que je voulais dire. Et après, ils m'ont dit non, non, légende urbaine, c'est pas vrai. Même chez Airbnb, pareil, légende urbaine. Donc voilà. Ouais, donc ça veut dire que déjà, on peut tous s'enlever une charge mentale par rapport à ça, pour ceux qui avaient ce type d'habitude. On peut déjà se retirer cette charge-là. C'est clair. Et Ok. sur ça, peut-être pour compléter, tu vois, parce que sur ça, il y a des personnes qui vont dire ouais, mais moi j'ai remarqué que quand je change mes prix le lundi, juste après j'ai plein de réservations. Et en fait, oui, mais est-ce que c'est le changement de prix en lui-même ou est-ce que c'est parce que avant tu n'étais pas au bon prix? Ouais. Tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire que souvent on est biaisé en se disant ah ben j'ai changé, ça a fait des résas. Non, en fait, ça a fait des résas parce que le prix était pas le bon et maintenant c'est le bon, tu vois. Donc il y a ça aussi qui peut Ouais, et puis peser. il y a ce que tu disais dans ta définition de revenu management tout à l'heure. Tu disais que c'était le prix au bon moment, je crois, c'est ça que tu disais. Ouais, le bon prix au bon moment. Et effectivement, c'est sûr que si tu changes les prix déjà en le mettant au bon niveau, tu peux avoir un impact. Mais en plus de le mettre au bon niveau et au bon moment, du coup, tu doubles ton impact en fait. Donc effectivement, le moment où tu le changes, tu peux avoir l'impression de te dire, en fait, c'est parce que j'ai changé mes prix tous les jours que j'ai eu de la réservation, mais en fait, c'est juste que tu es tombé dans la bonne fenêtre dans laquelle les réservations se prennent. Et Ouais. du coup effectivement, on a l'impression d'avoir fait un super truc. Mm. Et en fait, c'est pas que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, c'est quelque chose du coup
qui doit, comment dire, qui doit rentrer dans une stratégie. Alors justement, je pense qu'on peut peut-être parler de ça chez Affiche Complet. Je pense que vous êtes assez accro à la stratégie. Mmh. Voilà, comme tu disais, on ne change pas les tarifs tous les jours, mais les fois où on les change, on ne fait pas n'importe quoi non plus, quoi. Donc, Mmh. comment vous établissez une stratégie au début? D'ailleurs, je te l'ai dit, hein, je crois, on établit une stratégie au début et puis après, au quotidien, on la révise, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, au début, la construction de la stratégie, elle se fait, bah, avec nos 3 ingrédients, c'est-à-dire, l'analyse de l'historique, l'analyse des données du marché, de ce que le marché peut donner, en fait, peut produire comme performance et l'analyse des concurrents. Donc, c'est avec ces 3 ingrédients-là qu'on va pouvoir construire une stratégie. Alors, une stratégie, c'est important aussi de la faire en 360. Donc pareil, avec tous les leviers du revenu management, donc se dire, comment je vais positionner mon prix, mes durées de séjour minimum, mes promotions, conditions d'annulation, mes frais de ménage, la stratégie de moyenne durée, les prix selon les plateformes. Et il y a une étape clé entre les deux, entre les 3 ingrédients et le fait d'avoir, pris une décision sur, l'ensemble des leviers. Au milieu, il faut faire ce qu'on appelle des prévisions. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'exercice de se dire, bah, sur, tous les mois à venir, soit jour par jour, soit à la semaine, mais souvent il y a des grands blocs de périodes qui se comportent de la même façon. En tout cas, sur, les 6 mois ou l'année à venir, je vais prévoir quel va être le niveau de demande attendu sur chacune des périodes. Donc je vais prévoir quand est-ce que la demande va être faible, moyenne, forte, voire événementielle, voire on peut rajouter des catégories très fortes selon, la ville sur laquelle on évolue, selon la demande qu'il y a, selon les événements calendaires. Et une fois qu'on a pu déterminer sur tout le futur quelles vont être les périodes faibles, les périodes moyennes, fortes, et cetera, on va pouvoir en décliner une combinaison de leviers très spécifiques. Donc ça veut dire que peut-être qu'en période de faible demande, on va avoir un prix bas avec une durée de séjour, très faible ou, ne pas exiger de durée de séjour minimum et une stratégie de moyenne durée, par exemple. On va mettre des coefficients de réduction très importants pour des séjours de 7 nuits, de 15 nuits, de 1 mois, et cetera. Ça va être la combinaison des leviers pour les périodes de faible demande. Prix bas, pas de durée de séjour, stratégie de moyenne durée, par exemple, si on doit mentionner que 3 leviers. Et puis à l'inverse, pour les périodes événementielles, par exemple, ou les périodes très fortes, mettons qu'on soit en bord de mer, ben, on va peut-être mettre un prix qui va être 6 fois plus cher, avec des durées de séjour qui sont non seulement en 7 nuits minimum, mais en plus qui sont imposées en samedi. Et surtout pas de promotion ou surtout pas de moyenne durée parce qu'on sait qu'on va faire complet, donc il n'y a aucune raison d'aller accorder une réduction de quelque ordre que ce soit. Et voilà. Et piloter les leviers comme ça par typologie de période, et ben c'est ça, avoir une stratégie de revenu management. Ouais, parce que du coup, ça allait rejoindre finalement la question que j'allais te poser ensuite, c'est comment tu accompagnes justement la conciergerie dans les moments bah, de baisse de remplissage ou de chiffre d'affaires. Finalement, dans ces périodes faibles-là, bon, en fait, c'est un peu la réponse que tu viens de donner, c'est que ça s'anticipe finalement, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Oui, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Déjà, on arrive à cibler 1 an avant quelles vont être les périodes faibles. Donc, on va avoir tous les leviers, toute la stratégie qui va être ficelée en cohérence avec le fait que la période est faible. Et puis, ça se suit aussi. Parce que du coup, nous, on suit toutes les semaines. Donc, on va voir si on décroche par rapport au marché. C'est-à-dire que, mettons qu'en janvier, on sait que c'est une période de faible demande. On a tout construit la stratégie pour ça. Et puis, on suit. Et puis, à un moment donné, on va voir, ah, tiens, mince, ça commence à bouger sur le marché. Et pour mes biens, ça n'a pas bougé. Sur les biens que je suis en train d'optimiser, ça n'a pas bougé. Alors là, on va se dire, bah merde, alors on est en train de perdre de la vitesse par rapport au marché. C'est pas bon. Donc, la stratégie qu'on avait ficelée, elle est peut-être encore trop optimiste. Il faut peut-être qu'on soit plus pessimiste encore parce que on n'est pas en train de vendre alors que le marché, pour lui, ça commence à décoller. À l'inverse, on pourrait avoir une situation différente où on est en train d'exploser le marché. C'est-à-dire que sur une période faible comme janvier, le marché a pas trop fait de vente et puis pour nous, ça commence à exploser. Là, à l'inverse, ah, on va se dire, ah mince, j'ai peut-être été trop pessimiste. Je peux peut-être me permettre, alors oui, c'est une période de faible demande, mais je peux peut-être me permettre d'être un petit peu plus exigeant. Ou à l'inverse, on va se dire, bah non, justement, j'apprécie le fait que je sois très en avance sur le marché, parce que moi, je vais peut-être pouvoir finir à 100% quand tout le monde va terminer à 30% de remplissage. Donc c'est là où il faut évaluer, justement. Mais ça peut être tous ces scénarios-là différents. Ouais, tout à fait. Et
c'est vrai que du coup, je parle des périodes faibles et on parlera des périodes fortes aussi, parce qu'il y a aussi des points d'attention. Mais dans les Ouais. périodes faibles, c'est vrai que nous, côté conciergerie, bien souvent, c'est les moments où on a le plus de questions de nos propriétaires, en fait, sur Mm. comment ça se fait qu'il n'y a pas de remplissage, comment ça se fait qu'on vend la nuit si peu cher, etc. Et du coup, comment vous accompagnez? Est-ce qu'on peut nous partager justement un certain nombre de données que vous nous donnez, justement? Est-ce qu'on peut communiquer ça aux propriétaires? Si oui, est-ce qu'on doit prendre quelques pincettes ou pas? Enfin, tu Mm. vois, il y a un vrai sujet sur la communication avec le propriétaire, en fait. Oui, tu as raison. Bah, alors déjà, c'est intéressant l'exemple que tu donnes sur le fait que les propriétaires, quand les périodes sont faibles, ils commencent aussi à s'inquiéter et tout ça. Euh, Ce qui est super fou, c'est que c'est un réflexe un peu de bleu un peu. Alors bon, évidemment, nos propriétaires sont des bleus parce que c'est normal, ils nous délèguent, donc c'est pas leur métier, ils vont pas étudier le truc. Mais parfois, les dirigeants de conciergerie qui démarrent, ils peuvent avoir les mêmes réflexes, de s'inquiéter quand le calendrier est vide, alors que peut-être que sur les périodes de forte demande, quand le calendrier il est à 100%, on perd de l'argent de ma boule simplement parce qu'on est à 100% avec des prix hyper bas et qu'on pourrait augmenter les prix de 25%, quoi. Donc, Ouais. c'est assez fou ça, de voir qu'en effet, l'esprit humain n'aime pas le vide, alors qu'en fait, parfois, quand c'est plein, il y a aussi un problème, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, pour la communication, bah, tu as raison. Euh, c'est intéressant, donc avec nous ou sans nous, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir des tableaux qui permettent d'avoir les indicateurs de performance à communiquer aux propriétaires. Et nous, les informations qu'on communique, elles peuvent être communiquées aux propriétaires. Et là, tu vois, ça renforce aussi l'importance d'avoir une équipe à ses côtés. Pourquoi? Parce que typiquement, quand le propriétaire pose des questions parfois un peu complexes ou sur des trucs sur lesquels bah, c'est normal, on a un revenu manager en interne, donc c'est peut-être pas des trucs qu'on maîtrise soi-même ou sur lesquels on a envie de mettre le nez. Et bah, typiquement, de dire au revenu manager, bah voilà, j'ai telle question d'un propriétaire, le revenu manager réunit les éléments de réponse pour permettre aux dirigeants en fait de simplement soit copier-coller la réponse, soit pouvoir refaire sa tambouille avec les clés qui ont été données et qui sont des clés factuelles, chiffrées, quoi. Le propriétaire, il peut s'inquiéter, mais on peut être actuellement en avance de remplissage de 20%. Mais juste dans son esprit, il se souvenait que c'était mieux avant, alors qu'en fait, factuellement, on est meilleur, quoi. Ça peut être des choses comme ça. Ou ça peut être des inquiétudes liées à l'argent et de lui dire, bah, en fait, alors c'est vrai que ça peut être plus difficile que l'année dernière, mais actuellement, on est 25% meilleur que le marché. C'est juste que le marché, il a évolué, quoi. Donc tout ça, ça donne des clés aussi en tant que dirigeant pour apporter des chiffres aux propriétaires. Et un propriétaire rassuré en voyant que c'est géré de façon professionnelle, c'est un propriétaire qui est moins chronophage aussi dans le futur après, quoi. Ah ouais, tout à fait, Mm. tout à fait. Mm. Et ça amène effectivement à ce que tu disais sur les périodes fortes. C'est que du coup, parfois, il y en a qui se disent, bah, ok, c'est cool, on est rempli à 100%. Donc, quelque part, on se Mm. sent rassuré. Et en fait, tu as Mm. raison, si on rate du chiffre d'affaires dans ces périodes-là, bah Mm. aussi, entre guillemets, bah, on rate de la rentabilité globale sur toute l'année parce que le propriétaire, Ouais. son bien, il rentabilise aussi sur toute l'année. Alors évidemment, mois par mois, tout le monde va regarder ce qui se passe, mais c'est Mm. vrai qu'on a, nous aussi, un rôle à jouer sur, en termes de partage avec lui, de communication avec lui, sur aussi, voilà, on sait qu'il y a une variabilité dans l'année, donc il faut qu'on communique avec lui sur cette Ouais, variabilité de l'année. Ça, c'est hyper c'est important. clair. C'est clair. Et du coup, être au rendez-vous aussi sur cette période forte pour justement, entre guillemets, combler un peu les creux, quoi. Parce qu'on sait bien qu'il y a des moments où Ouais. le chiffre d'affaires va être plus bas. Et donc, Mm. effectivement, ne pas rater les périodes hautes. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ne pas rater une période haute? C'est quoi un petit peu ton conseil principal pour ça? Alors, pour ne pas rater une période haute, je dirais de penser à tous les leviers d'optimisation dès le début. Donc, on va tout de suite penser au prix en général. On va se dire, bon, bah, c'est une période haute, je mets un prix très cher. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il faut penser aussi aux durées de séjour minimum. Il faut penser, alors c'est peut-être un peu redondant avec ce que je disais tout à l'heure, mais là je vais le dire différemment, c'est-à-dire qu'il faut penser à s'assurer qu'on a bien fermé les promotions. Parce que des fois, on a enclenché des trucs dans les systèmes, on oublie un peu, donc il faut passer un petit temps à les ratisser quand même pour aller voir est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait tomber. Parce que ça fait toujours suer quand on voit un truc qui tombe à moins 20% en plein cœur du mois d'août alors qu'on est au bord de la mer. Euh, il faut aussi s'assurer de garder la tête froide quand c'est nécessaire. En période forte, c'est typiquement le moment où il faut savoir tenir ses prix. Alors, je dis pas tenir de façon inconsidérée jusqu'à la dernière minute, mais justement, tenir ses prix de façon considérée et avec la tête froide, c'est prendre la décision sur la base des chiffres et ne plus prendre des décisions émotionnelles. Si on prend des décisions émotionnelles, on va se dire: «Oh, j'ai tenté un prix haut. Oh là là, ça se remplit pas. Panique à bord, je baisse mon prix».
Si on prend la décision sur la base de chiffres et plus sur une base émotionnelle, on va se dire: «Ah, j'ai tenté un prix haut, c'est vrai que ça me stresse un peu, je suis pas rempli pour l'instant. Je vais chercher les données de marché pour me permettre de savoir si c'est normal ou non de pas être rempli». Et grâce à cette recherche des données de marché, on va pouvoir avoir une réponse factuelle de: «Oui, c'est normal de pas être rempli parce que personne d'autre est rempli sur le marché en ce moment» ou «Non, c'est pas normal, apparemment ça remplit pour tout le monde et pas pour nous». Et là, on va pouvoir se dire: «Bah, est-ce que je révise ma stratégie ou pas?» Et dernier truc, si je révise ma stratégie, c'est pas forcément sur le prix. Donc sur quel levier je vais réviser ma stratégie? Sur les périodes de forte demande, souvent ça peut être intéressant de maintenir les prix, mais simplement être moins exigeant sur, ou les conditions d'annulation ou les durées de séjour minimum, ce genre de choses. Ouais, c'est sûr. Ouais, dans les périodes fortes, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que si on a bien établi sa grille de prix et qu'on a bien suivi les choses, je pense qu'effectivement, le levier, il est plutôt sur le nombre de minimum. Enfin, il est autre que le prix, je pense aussi, si tout a bien été fait en amont, quoi. Ok, ok, super pour ça. Donc, au final, comment donc on a vu comment une conciergerie peut être accompagnée quand il y a de la baisse, quand il y a de la hausse aussi. On a vu que c'est finalement c'est hyper lié. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans les actions que vous menez, j'imagine qu'il y a pas mal de choses automatisées. Tu sais que les conciergeries, on adore, nous, les choses automatisées. Ouais, c'est Euh, vrai. Aujourd'hui, une conciergerie qui se dit, tiens, je vais faire du revenu management, est-ce qu'il y a des possibilités, alors à défaut d'automatiser, mais en tout cas de gagner beaucoup de temps sur la mise en place de son revenu management dans son channel manager ou autre? Est-ce qu'il y a des petites astuces d'automatisation que tu pourrais donner? Est-ce que tu en as? Ouais, alors pour moi, en revenu management, l'automatisation, j'ai pas vu de système d'automatisation qui m'ont fait waouh dans le passé, en tout cas. Je pense que D'accord. le revenu management, c'est soit ça se prend en charge par le dirigeant, soit ça se délègue. C'est un peu comme le ménage. C'est-à-dire que le ménage, il faut un humain, donc ça se délègue en fait. Maintenant, si on décide de le faire soi-même, le revenu management, je pense que le hack, un peu, le raccourci pour gagner du temps pendant la saison, c'est d'accepter, alors peut-être que ma réponse va être déceptive, mais c'est d'accepter de passer un peu de temps avant la saison pour se préparer en fait. C'est comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que s'il accepte de bien se préparer en amont, ça va être beaucoup plus facile pour lui pendant la compétition. Ouais, pour nous, c'est un peu pareil. Si on accepte de se préparer en amont, c'est-à-dire de construire une bonne stratégie de revenu management en amont qui est bien ficelée et qui est paramétrée sur toute l'année, quand on va démarrer l'année après, ça va être juste du suivi en fait. On va plus avoir des feux à éteindre constamment. Ouais. Donc pour moi, le hack, ce serait ça. Ouais, c'est plutôt, ça revient plutôt à l'anticipation en fait de tout ça. Ouais, ouais. Euh, Et est-ce que tu constates dans le monde de la location courte durée, en tout cas, est-ce que tu constates que les conciergeries ou même d'autres propriétaires, justement, ont ce réflexe d'anticiper? Parce que j'ai l'impression, dans le monde de la location courte durée, et encore plus dans l'urbain, que justement, on n'anticipe pas des masses, Ouais. euh, de manière naturelle en tout cas. Tu vois, pas comme. Alors, Mm. je me fais peut-être des illusions, mais un camping, j'ai l'impression qu'il a tendance plutôt bien anticipé. Je me fais peut-être des illusions. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, mon collègue des campings, il me dit pas tellement, hein. En hôtellerie, je pense que c'est des choses qui sont très installées depuis longtemps. Les hôteliers, ils ne sont pas à voir sur des trucs comme ça, quoi. Ils savent que ça doit être vu en amont. Ils veulent voir ça avec leur revenu manager. Donc, le revenu manager, il construit la stratégie, il le valide avec le dirigeant d'établissement. On en décline les objectifs pour l'équipe commerciale. Enfin, tu vois, c'est des trucs bien rodés, quoi. Personne veut laisser ça au hasard. Camping, je sais pas trop. Mais ouais. Ouais. Mais nous, on n'en est pas encore là. Mais bientôt, parce que déjà, regarde, quand j'ai commencé J'affiche complet, au début, les gens me disaient que revenu management, je savais pas l'écrire parce que c'était écrit en anglais avec un E, tu vois. Donc, comme c'est revenu management, tu vois, c'est revenu avec un E comme c'est en anglais. Et moi, j'étais vexée comme un pou. Mais maintenant, c'est fini ça. Maintenant, les gens, ils savent revenu management ce que c'est. Tout le monde sait que c'est un incontournable, tu vois, pour faire notre job. Ouais, ouais, c'est vrai que les choses ont évolué, tu vois, et c'est Mm. pas, enfin, pour reprendre ce qu'on disait au tout début, c'est pas pour faire nos vieux cons, mais c'est vrai que entre 2019 et aujourd'hui, c'est vrai que tout a beaucoup évolué, les tendances ont changé.
Mm. la, la professionnalisation des personnes qui font de la location courte durée, ça n'a rien à voir. Ouais. Les outils mis à nos dispositions sont plus du tout les mêmes. Enfin, pour le coup, vraiment, moi, je trouve ça vraiment top et hyper positif, quoi. Ouais. Et effectivement, il y a encore du chemin à faire. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a encore du Mm. chemin à faire. Et justement, alors, pour une conciergerie qui utiliserait ce genre de service, qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait qu'une conciergerie améliore pour être encore meilleure ou être plus pro? Je sais pas comment on pourrait dire ça. Ou, je pose peut-être la question autrement, qu'est-ce que J'affiche complet pourrait améliorer pour aider les conciergeries dans leur professionnalisation? Euh, alors, j'aime bien ta première question. Après, je répondrai aussi pour J'affiche complet, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans notre domaine d'activité, les conciergeries devraient améliorer pour être plus pro? Je vais te faire une réponse à contre-courant de ouf. Je pense qu'on va me lancer des tomates et des patates quand les gens vont entendre ça. Et peut-être même que toi, t'es pas favorable à ça. Je sais pas trop, je me souviens plus de ta position sur ça. Mais je pense qu'il faut qu'on commence à arrêter de diaboliser la carte G et toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'être contre la réglementation et que on soit plus partie prenante dans le jeu, un peu comme le font les agences IMO avec la FNAIM, et que on crée de plus grosses connexions politiques. Alors moi, je déteste la politique, donc malheureusement, je ne serai pas celle qui va y aller. Je vous dis, les amis, je suis désolée, je déteste ça, mais je perçois en fait l'importance de ça, et je pense qu'on a, mais comme j'avais dit à l'ouverture du rendez-vous de la LOC cette année, on n'a aucun intérêt à s'accrocher à un Far West réglementaire. Ça nous rendra pas plus crédibles du tout. Donc, la première chose auquel ça me fait penser, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Alors moi, je partage en fait. Alors, je pense qu'effectivement, de manière plus large sur la carte G ou pas, en fait, c'est une espèce de réglementation en fait Mm. je sais pas, réglementé. Moi, je suis jamais le plus grand fan, mais en tout cas, qui ait un cadrage qui soit peut-être plus Ouais. cohérent où tous les acteurs peuvent travailler, qu'on ait la carte G ou non. Mais Mm. par contre, ouais, là, par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on doit être un peu fédéré, enfin qu'on doit avoir une entité qui peut entre guillemets représenter nos voix. Alors là, je défends un peu les voix des conciergeries en disant ça, mais c'est clair qu'il y a d'ailleurs des instances Mm. qui nous représentent déjà. Hein. Il y a le SPLM notamment, je sais qu'ils sont Mm. hyper proactifs sur la location courte durée de manière générale, et je sais qu'ils défendent beaucoup les intérêts des conciergeries aussi. Euh, mais oui, ouais, moi je suis complètement d'accord qu'au contraire, on doit aller comment dire, c'est pas qu'on doit aller dans le sens des réglementations, mais en tout cas, on doit s'y adapter, quoi, et non pas les repousser en Ouais. bloc. Ouais. Je veux dire, ça m'arrive des fois dans certaines présentations, je montre alors je montre ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi on se fait allumer. C'est-à-dire que, désolé s'il y a des conciergeries qui nous écoutent et qui font ça, je suis désolé pour vous, mais mettre des boîtes à clés sur du mobilier urbain, par exemple, enfin, c'est le meilleur moyen de se faire dégommer par les mairies, quoi. Et d'avoir Ouais, une c'est vrai. Mm. Et la mairie, c'est notre partenaire. C'est pas on n'est pas contre elle, quoi. Même Ouais. si elles nous mettent des bâtons dans les roues parce que réglementation, Mm. restrictions et tout, c'est vrai. Mais Mm. Mm. pour moi, la mairie, c'est un partenaire, en fait. Ouais. On doit travailler ensemble. Et c'est vrai que ce lien-là, si je dis qu'il n'existe pas, peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, il est assez dur à faire émerger, en plus dans certaines villes aussi, quoi. Euh, Mm. et voilà, c'est vrai que voilà, je suis assez d'accord avec toi. On doit, pour moi, travailler enfin, plus en cohésion, même si c'est pas facile parce que chacun a ses intérêts, quoi. Mm. Ouais. Et Ouais, moi, écoute, je partage le côté fédérateur. En fait, moi, je pense qu'il nous faut une espèce de mm. fédération, comme la FNAIM. C'est Mm. clair que c'est ça. Ouais. Ok, cool. Eh ben, écoute, je pense qu'on en sait pas mal sur comment fonctionne J'affiche complet. Alors, j'avais peut-être quelques petites questions complémentaires, je dirais, qui concernent, personne n'a de boule de cristal et comment ça va se passer à l'avenir, hein, mais on essaye tous de s'adapter, utiliser les outils qu'on a dans notre quotidien. Euh, Moi, je sais qu'il y a plein de conciergeries, enfin moi j'en fais partie aussi, où on utilise beaucoup l'intelligence artificielle, pas Mm. forcément sur tous nos sujets, hein. Mais par exemple, aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est assez répandu. Il y a pas mal de conciergeries qui utilisent ChatGPT pour rédiger une annonce, par exemple. C'est Mm. une utilisation les plus simples. Mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Est-ce que c'est des choses que J'affiche complet aussi, vous avez en tête, à défaut de le faire déjà dès aujourd'hui, mais est-ce que c'est des choses que vous suivez? Est-ce que tu as observé une tendance qui pourrait être intéressante
pour J'affiche complet et dans l'aide au fonctionnement des conciergeries? Oui, alors c'est un outil. Je vais pas pouvoir aller très loin sur cette question, mais je peux quand même te donner une première piste de réponse. Déjà, ChatGPT, on utilise beaucoup en interne. Pas forcément pour du revenu management pur, pas le ChatGPT du grand public pour du revenu management pur. Moi, je l'ai testé, ça donne des fois des fausses réponses. Donc, faut être assez vigilant sur ça. J'ai testé sur des sujets de durée de séjour minimum et tout ça. Mais on l'utilise beaucoup en interne et notamment, par exemple, sur la partie marketing, par exemple, ça nous aide beaucoup à faire pas mal de contenu, etc. Moi, j'utilise tout le temps quand je dois faire plein de situations, franchement, en tout genre. On utilise une IA pour nos comptes rendus de réunion. Donc, tu vois, on est pas mal à bord de ChatGPT. Sur la partie revenu management, on s'y penche également, mais pour l'instant, je pourrais pas t'en dire plus. Ok. Ouais, ça marche. Ouais, du coup, ce que je me dis, c'est peut-être qu'aujourd'hui, les outils comme Pricelabs ou autres, peut-être, je leur poserai la question, utilisent peut-être de manière intense ce truc-là. Mais bon, voilà, c'était un petit peu, voilà, c'est toujours intéressant de voir un peu, je vais pas dire les tendances à venir, mais voilà, les choses qui, voilà, tout le monde parle de l'intelligence artificielle en ce moment, Ouais. parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose, et en même temps, il faut l'utiliser à bon escient. Et je pense qu'il faut vraiment, ouais, il faut l'embarquer avec nous, mais pour grossir de la bonne manière, quoi. Parce qu'on peut, c'est un outil, Mm. hein, c'est comme tout. C'est Mm. comme un tournevis, hein, on peut monter un meuble Ikea ou alors on peut tuer quelqu'un avec. Donc, je Ouais. pense qu'il y a, c'est un peu pareil. On peut faire des super Mm. trucs. Euh, Moi, je l'utilise dans ma conciergerie. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais je l'utilise pour effectivement pour beaucoup de travaux de synthèse pour ma conciergerie. Voilà, tout ce qui est Ouais. synthèse d'information, je l'utilise. Ouais. Euh, et oui, puis tout ce qui est textuel, globalement, c'est quand même beaucoup utilisé. Ouais. Mais c'est vrai que euh, Ouais. voilà, il y a plein d'utilisations, moi, que je verrais pour des conciergeries. Alors, ça n'a rien à voir avec le revenu management. Désolé, je suis une petite digression là, mais Ah, c'est important. un truc qui me ferait rêver, ça serait donc la plupart des conciergeries font des contrôles des lieux, par exemple, au moment du check-out, quand le voyageur s'en va. Et ce contrôle, en fait, c'est sur le papier très beau et très facile à faire, et en réalité, c'est hyper dur parce que c'est un peu le jeu des 7 différences. C'est-à-dire que tu prends Mhm. la photo initiale et tu prends ce que tu as sous les yeux, quoi. Et alors, sur un studio de 15 mètres carrés, ça va. Mais dès que tu es sur des trucs de même à partir de 30 mètres carrés, ça commence à être dur. Et moi, ce que je rêverais, c'est utiliser un jour, soit via un téléphone, soit via des lunettes Google, enfin, je vais très loin volontairement, mais une appli qui serait intégrée, qui nous permettrait justement de comparer en direct la vidéo qu'on est en train de prendre avec la photo initiale. Et qu'elle nous dise, attention, Ah, ouais. il y avait, je crois, un coussin, et là, il n'y est plus. Mais, Euh, mais si tu prends deux photos, je pense que tu peux demander à ChatGPT de comparer les deux photos, hein. ouais, ouais, sauf que j'en ai besoin en live, tu vois, Ah oui. Ah oui, oui. Ouais. au moment du contrôle des lieux. Ouais. Effectivement, Ouais, je sais pas là. on peut le faire a posteriori, en tout cas, facilement. Ouais. Moi, je rêverais de le faire en live, en fait. Oui, 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 je comprends. C'est une activité qui est assez compliquée, quoi. Ouais. Ça, je sais pas trop. Tu vois, pour te dire, on gère des biens qui font 150 mètres carrés, l'enfer, quoi. L'enfer. Oui. On passe un temps de malade pour ça, et bon. D'ailleurs, Un peu longué, quoi. ouais. Donc, voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, moi, je suis hyper fan de la technologie, mais l'utiliser dans le bon sens, et je pense qu'on a des gains de productivité importants à faire sur ce. Ouais. Ok, écoute, je pense que on peut passer à la dernière partie du coup de ce talk. C'est la partie non moins redoutée que le pitch, mais qui sera le quiz. Donc le principe, c'est que je te pose des questions assez rapidement et tu me réponds de manière aussi assez rapide, en une phrase. On essaye de faire assez court, mais voilà, l'idée c'est que ça puisse s'enchaîner un peu. Est-ce que tu es prête? Allez, je suis Allez, prête. Ouh là là. c'est parti. Attention le stress. Quelle est la plus grande force de J'affiche complet? La personnalisation. Un point à améliorer chez J'affiche complet pour faciliter la vie des conciergeries? On travaille à permettre aux conciergeries de faire leur facturation propriétaire. On a déjà plusieurs clients qui sont sur ça et qui sont absolument fans de ce qu'on fait. Donc voilà, on fait ça. Ouais, super. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la facturation, c'est vrai que c'est un point hyper important. Il y a plein de choses qui sont automatisables. Moi, je le fais aussi, mais
Ouais, il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants. Ta plus grande fierté depuis que tu as créé J'affiche complet? D'avoir créé des emplois en France. Ah ouais? C'est quelque Ouais. chose auquel tu t'attendais pas au début? Ah bah, je m'étais dit, si en créant une entreprise, j'arrive à créer un emploi salarié en France, bah, c'est bon, je pourrais mourir tranquille. D'accord, OK. Ouais, OK. ouais, c'était vraiment mon truc, quoi, de contribuer à l'économie, à mon pays, à tout ça. Cool. OK, super, Mm. super. Un objectif ambitieux pour J'affiche complet pour les prochaines années? Se développer à l'international. D'accord. Un livre ou une ressource que tu recommanderais aux conciergeries? Ah, un livre que j'ai adoré. D'ailleurs, tu l'as reçu par la poste, Henrik. On l'avait envoyé par la poste pour la nouvelle année. C'est de Imis. Alors, c'est impossible à dire ce titre. C'est T-H-E espace E espace M-Y-T-H. Mais Ouais. c'est un des livres sur l'entrepreneuriat qui a le plus révolutionné ma façon de voir l'entrepreneuriat. Il y en a plein, mais celui-ci, vraiment, j'ai adoré. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il se lit bien en plus, il y a pas de Ouais. difficulté. Enfin, moi, je sais quand je lis des livres, globalement sur, on va dire, le développement personnel ou le développement, enfin voilà, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat de manière large. En général, je prends le temps de lire, c'est pas comme un roman où on a tendance à aller vite et Ouais. il se lit vraiment bien et on peut prendre le temps de lire ou d'apprécier chaque page, je sais pas comment il faut le dire, mais ouais, ouais. Ouais. Donc du coup, je reprends après cette petite digression encore. Heu Si J'affiche complet était un animal, quel serait-il? Oh, oh là là. Question difficile, question Ah difficile. ouais, hyper difficile. Tu as le droit à un joker, Euh, je te laisse un joker. j'ai droit à un joker. Attends, je réfléchis. Euh, je dirais oh là là, j'espère que je regretterai pas mon choix. Ouh là là. Je dirais la panthère pour l'agilité, en fait. L'agilité et l'adaptabilité, parce qu'on s'adapte à beaucoup de situations pour satisfaire nos clients, leurs besoins, etc., quoi. On revient sur la personnalisation. Ouais, OK, ça marche. Plutôt Airbnb ou plutôt Booking? Ah, bah, désolée pour les amis chez Airbnb, mais plutôt Booking.com. Je trouve que le niveau, et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'il aurait reproché, hein, que ce soit compliqué, etc., mais le niveau de professionnalisation est bien plus avancé sur Booking.com que sur Airbnb, à mon sens. Ouais, OK. Quelle est ta potion magique, ce qui te rend forte? Oh, je pense que alors, est-ce que je suis forte aujourd'hui? Déjà, ça, c'est une bonne question, mais à supposer qu'on puisse se dire que je sois forte, je pense que c'est les galères que j'ai eues dans ma vie qui m'ont pas mal endurci, à mon avis. Ça serait peut-être ça la potion magique, d'avoir eu des vraies bonnes grosses tuiles, je pense. C'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est le fait d'avoir des hauts et des bas, en fait, tu apprécies fortement les bons moments, quoi. Exactement, exactement. Ta kryptonite, ce qui t'affaiblit? Alors, la kryptonite, c'est-à-dire ce qui pourrait ouais, m'affaiblir, ce serait de toucher à mes enfants ou à mon mari, ma famille proche, ma sœur, tout ça, c'est des sujets il faut pas toucher. C'est hyper Comme tout le important, monde, hein. c'est hyper important, c'est clair, c'est clair. Et du coup, les 2 questions rituelles, c'est quoi pour toi l'esprit d'accueil et de l'hospitalité? Alors ça, c'est une question très, très difficile, Henrik, hein. Ouh là 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 là. C'était plus facile de répondre à la kryptonite, hein, parce que Ah! là, J'avoue, j'avoue. Là, celle-là, heu, il me faut une réponse. l'esprit d'accueil et l'hospitalité, je dirais que ça corrobore un peu à un sentiment que j'ai eu pendant longtemps dans notre domaine et je trouve que ça se tasse un peu maintenant, c'est d'avoir quand même la passion du métier. C'est-à-dire que cet esprit d'accueil, cette hospitalité, ça peut se convertir sur plein d'aspects différents, en fait. Chacun peut le vivre à sa façon, mais c'est toujours bon tant que c'est guidé par une passion du métier. Et je trouve que pendant quelques années, et encore une fois, je trouve que ça va mieux, ça se tasse un peu, mais pendant quelques années, on a eu une vraie tendance de personnes qui finalement se fichaient pas mal de ce métier de la location saisonnière, étaient vraiment guidées par un souhait de générer du cash, ce que je blâme pas. Je veux dire, il en faut pour tous les goûts et chacun peut trouver aussi son bonheur là-dedans. Mais ça pouvait en tout cas être préjudiciable pour notre profession.
Et là, c'est quand même de moins en moins le cas, je trouve. Et donc voilà, je dirais, c'est d'avoir la passion du métier en fait derrière. Ah ouais, c'est clair. Je fais effectivement une parenthèse. C'est vrai que, en tout cas, je vais parler pour le métier de la conciergerie que je connais bien. C'est vrai que, franchement, c'est un métier, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, honnêtement, on craque au bout de quelques alors mois ou années, ça va dépendre. Mais, c'est vrai que si on est guidé que par le cash, et c'est vrai que c'est intéressant, on va pas se mentir, mais si on est guidé que par ça, on tient jamais dans la durée. C'est un vrai métier de passion parce que bah, c'est hyper ingrat aussi, quoi. Il faut pas se le Mm. cacher. Alors c'est vrai que encore plus ingrat que ça, il y a le ménage, pour le coup. Euh, c'est Ouais. vrai, non, c'est Mm. vrai. Mm. Mais voilà, c'est vrai que c'est des métiers, si tu pas passionné par l'accueil des gens, parce que c'est pareil, voilà, la clientèle est plus ou moins sympathique et plus ou moins dans son état d'esprit aussi, ou avec sa culture que nous, on comprend pas forcément. Euh, c'est vrai que du coup, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, franchement, c'est difficile de tenir dans la durée, je pense. Mm. Je reviens du coup sur la dernière question. Qu'est-ce que c'est qu'une conciergerie de rêve pour toi? Alors pour moi, une conciergerie de rêve, on pourrait se dire, je pense, de prime abord, une conciergerie de rêve, c'est une conciergerie qui satisfait les propriétaires et les voyageurs. C'est vrai que c'est l'évidence première, mais j'ai envie de dire une conciergerie de rêve, c'est une conciergerie aussi qui épanouit le dirigeant de conciergerie. Parce que, bah, on l'a dit de plein de façons différentes, c'est quand même un métier qui est pas simple, sur lequel il faut maîtriser beaucoup d'expertise. Et si on n'est pas suffisamment formé, si on suit pas du contenu comme celui que tu proposes pour, voilà, pour éduquer les personnes, et pas éduquer dans le sens, une fois on m'a fait la remarque que j'avais utilisé le mot éduquer, mais moi je considère que je m'éduque quand j'apprends des choses, donc c'est plus dans le sens apprentissage que je le dis, hein, bien sûr. Euh, mais en tout cas, pour moi, une conciergerie de rêve, c'est vraiment une conciergerie qui épanouit le dirigeant de conciergerie. Et c'est un exercice qui est pas toujours simple. Donc, quand il est réussi, bingo, quoi. Ok. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci à toi, Elise, en tout cas, d'avoir bah, joué le jeu, hein, parce que c'était pas hyper évident, Merci à il y a toi. des questions hyper challengeantes pour toi. Euh, voilà, merci d'avoir partagé tout ça, c'était vraiment top, c'était un plaisir. Plaisir partagé, vraiment. Merci à toi, Henrik, pour l'invitation, c'était chouette. Eh ben super. Pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Et laissez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions à Elise, n'hésitez pas. Je laisserai en lien ton site, Elise, hein, pour que les gens puissent te retrouver sur la toile également. Génial. Merci à tous et à bientôt. Merci.